Il m'en est arrivé une belle, hein, la famille. Il m'en est arrivé une belle. Le camping-car coupé, perdait la puissance d'un coup et plus de patates quoi. Surtout dans les montées, quand je commence à monter. Je descends la 4, je descends la 3, j'ai cru que j'allais m'arrêter plusieurs fois. Et je me dis mince, il me reste quand même, il me restait quasiment 300 km. Il pleuvait, hein. Il pleuvait depuis le matin, il pleuvait comme vache qui pisse comme on dit. Ça pleuvait, ça a plu une partie de la nuit. Pendant que j'étais stationné, je me suis dit c'est bizarre, on dirait à bas régime, il saccadait, on dirait que ça faisait des petites coupures. Ça ressemblait un peu aux symptômes d'un filtre bouché en fait, filtre à gasoil. Donc j'en ai un de rechange, j'étais prêt à le changer sous la pluie. Allez, je vais rentrer toutes les coordonnées dans mon GPS et puis on va partir. Cette fois-ci c'est la bonne, hein. Vous êtes nombreux, je pense, à aller voir les concessionnaires que vous connaissez en leur demandant s'ils ont du double plancher. Parce que j'en ai pas mal parlé sur la chaîne en disant que quand on veut vivre à l'année dans un camping-car, le double plancher, pour moi, c'est indispensable. Et donc, forcément, les concessionnaires, quelquefois, ils n'en ont pas du double plancher. Et ils en ont de moins en moins, en fait, on va dire ce qui est. Hein. On va dire ce qui est, c'est qu'en 3,5 tonnes, si dans leur parc, c'est du récent, eh bien, il n'y a pas beaucoup de double plancher. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des concessionnaires qui ne sont pas contents. Et donc, j'ai eu le cas d'un message là récemment dans une vidéo, sous une vidéo d'un concessionnaire qui dit « Je me suis fait une idée de toi, ça fait 2-3 vidéos que je regarde suite à des abonnés de ta chaîne qui viennent en concession et qui me demandent des choses que j'ai pas. Et je pense que tu manques de compétences en fait. Voilà, je manque de compétences. Je suis pas compétent. Et mon analyse n'est pas la bonne. Je manque de professionnalisme ou je sais plus quoi, les termes employés, je les connais pas bien. Bon. En me disant donc derrière, eux c'est leur business et que moi du coup je fous la merde dans leur business parce que du coup les acquéreurs qui viennent et qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent, eh ben ils passent leur chemin. Alors que si mes vidéos n'existaient pas, ils seraient arrivés en concession et ils se seraient laissés dirigé par le vendeur ou par le responsable de la concession. Voilà le problème. Et là, en fait, dans ce message-là, il est en train de mettre le doigt sur son problème à lui. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vas en concession ? Je ne parle pas de toutes les concessions, hein. Je parle d'une partie des concessionnaires qui ne vont pas se soucier de ce que tu as besoin. Ils n'en ont rien à foutre en fait. Eux, ce qui les intéresse, c'est que tu achètes ce qu'eux, ils ont en stock et qui n'arrivent pas à sortir. Voilà le problème. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'ensuite, ils veulent te farcir un financement. Parce que sur le financement, ils gagnent de l'argent. Ils sont commissionnés. Les financements sont souvent assez élevés par rapport à ce que tu peux avoir dans une banque au niveau des taux. Ils vendent en plus de l'assurance et c'est surtout là où ils vont gagner de l'argent. Et du coup, ça devient plus des vendeurs de financement que vendeurs de camping-car. Voilà, alors il y a eu quelques remarques au niveau de... J'ai comparé Adria à McLouis. Je suis désolé, McLouis jusqu'à 2012, c'était très correct. Voilà, ça a commencé à dévisser à partir de 2012. Donc, si vous connaissez bien votre domaine, ça vous devez le savoir. Moi, c'est pas mon domaine au départ, hein. Moi je suis dans le camion. Hein. Et encore une fois, si aujourd'hui on fait appel à mes services, c'est peut-être qu'au niveau de ce qui se passe dans les concessions, justement, le travail il n'est pas fait correctement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parachute des anciens vendeurs d'automobiles pour vendre du camping-car. C'est souvent pas des utilisateurs. Ensuite, quand on dit qu'un double plancher, ça sert à rien, et c'est pas les véhicules sans double plancher, c'est aussi bien pour y vivre, non, je suis désolé. Et vous le savez très bien. Le double plancher, en fait, on vient stocker les réserves d'eau dedans, les réserves d'eau grise. Et en plus, on a toute la partie technique, y compris les tuyaux d'eau, ces fameux tuyaux qui gèlent l'hiver. En plus, après, tu as le plancher, tu ressens une chaleur douce, puisque la lame du double plancher, elle est chauffée. C'est un petit coup de gueule parce que, bon, je pense qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui me regardent. Il y en a au moins, parce qu'ils en entendent parler forcément par les gens qui viennent acheter des camping-cars. Ne réfléchissez pas aux choses qui vous attaquent, essayez d'être meilleur. Hein? Moi, je connais des concessionnaires qui sont très bons dans ce qu'ils font. Ils sont très bons et ils sont tournés vers le client. Ils ne sont pas tournés vers leur... Alors, c'est sûr que c'est une activité lucrative et qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que les gens qu'ils ont en face d'eux, les gens qui viennent les voir, c'est des clients qui vont revenir régulièrement s'ils sont contents. Voilà, on ne pratique pas la politique de la terre brûlée, parce que sinon on ne fait plus rien. T'oublies pas de t'abonner, c'est ici. On ne fabrique pas un véhicule de loisir pour faire du volume uniquement. On fabrique un véhicule de loisir qui soit à la fois pour gagner de l'argent et faire du volume, mais à la fois pour donner une satisfaction à son client. Et ça, c'est l'important. Et c'est le point important de la chose. Moi, je suis désolé, couple, avec une famille, avec des enfants, qui vient sur un salon et qui demande, voilà, on veut partir en nomade, on veut vivre en nomade, et on veut acheter un camping-car, on a tel budget, je sais pas moi, 45 000 ou 50 000. Chaque véhicule est fait pour un usage bien particulier. Mais tu ne peux pas aller pousser une famille à faire quelque chose dans un véhicule qui ne va pas être adapté. Ça va être un véritable cauchemar. Moi, je préfère leur dire, écoutez, revenez avec un peu plus d'argent et je vous proposerai quelque chose qui correspond. Ou alors tournez-vous vers l'occasion. Mais je ne vais pas aller vendre quelque chose en sachant que ça ne va pas leur aller. Le problème du concessionnaire aujourd'hui, c'est ça. On te vend quelque chose et on sait que tu vas revenir pour te le faire reprendre. Parce que partout où tu vas aller, il n'y a personne qui va vouloir te le reprendre. Donc tu vas aller à l'endroit où tu l'as acheté et on va te recoller quelque chose d'autre. Voilà. Ça veut dire que tu as un brouillon, hein, et le vendeur vend deux fois. C'est pas moi qui le dis, c'est les vendeurs qui me l'ont dit. C'est les méthodes qu'ils emploient pour vendre. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais je dis qu'il vaut mieux savoir ce que tu veux avant d'aller dans une concession. Tu sais ce que tu veux, tu ne te laisses pas manipuler. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans les concessions ? Puisqu'on soulève le problème, hein, puisque bon, il y a des messages dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe ? Dans une concession, tu arrives. Si tu ne sais pas ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe ? C'est le vendeur qui va te guider. S'il sent que tu es un peu incertain, il va te guider vers ce que lui, il a envie de te vendre. Ce qu'il a envie de te vendre, c'est quoi ? C'est ce qu'il n'arrive pas à vendre en fait. C'est ce qui est en stock. Alors c'est pas toujours ce qu'il n'arrive pas à vendre, mais c'est ce qu'il veut déstocker. C'est ce que son patron, ou lui-même, c'est lui le chef, le patron, c'est ce qu'il a payé, c'est ce qu'il va devoir payer, parce qu'il y a des crédits stock en fait. Hein. Les sociétés de crédit, elles donnent du financement, mais en échange, elles vendent une trésorerie. Le stock en fait appartient à la maison de crédit. En clair, hein, c'est à peu près ça. C'est un peu comme dans la moto, c'est ce que nous on avait aussi. Hein. Le crédit stock, eh bien, la maison de financement va payer ton stock. Elle va payer ton stock, par contre tu vas payer des intérêts là-dessus. Donc en contrepartie, toi tu lui donnes du financement. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ? Quand tu lui donnes du financement, la maison de crédit elle gagne de l'argent. Tu lui vends en plus de l'assurance, puisque maintenant, il y a des gens qui prennent des crédits pour avoir la garantie sur la durée du crédit. Par contre, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils payent en plus au bout du compte. Mais bon, voilà, on fait des crédits de 12 ans, j'ai vu même des crédits sur 15 ans, mais bon, ça on s'en fout. Hein. On vend le produit. Voilà, c'est une machine qui tourne, c'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Donc, on ne te vend pas forcément ce que toi, tu as besoin. On te vend quelque chose pour pouvoir faire tourner la boutique. Ce que je comprends, hein, on fait tourner le business. C'est pas un problème. Donc, une critique venant de ce système, ça m'embête un peu, tu vois, ça m'embête un peu. Parce que quand moi, j'éclaire les gens qui achètent du camping-car pour qu'ils achètent bien, pour pas qu'ils se fassent bananer, je pense que même si tu n'es pas d'accord, tu devrais pas le dire, à mon avis.
Tu devrais pas le dire parce que tu t'es en train de te tirer une balle dans le pied. Tu es en train d'avouer un peu ton système. Et ça, c'est dommage. Donc, je ne suis pas en train de tirer sur l'ambulance en disant les concessionnaires sont tous pourris et tous mauvais. Non. Tu as d'excellents concessionnaires. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui sont très professionnels. Ce sont souvent des utilisateurs de camping-car et ils savent exactement ce qu'ils vendent. Et ils vont préférer ne pas te vendre que te vendre une merde. Ça existe. Alors, te donner des adresses, c'est compliqué. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi cette explication? Parce que bon, voilà, je veux remettre les choses à leur place, mais de toute façon, vous abonnés, c'est là, j'ai vraiment une famille extraordinaire, c'est que sous les commentaires, j'ai même pas besoin de répondre, c'est vous qui répondez à ma place. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je devais dire autre chose, il n'y a pas que ça, il y a aussi des youtubeurs. Il y a aussi des youtubeurs, bon, des youtubeurs qui sont un petit peu, je sais pas moi, je leur ai rien fait en fait. Et même quelquefois, il y en a certains, je leur ai étendu la main. Je pense à un vieux râleur notamment que tout le monde doit connaître, ou une bonne partie doit connaître, où quand il n'avait pas 1000 abonnés, il avait du mal à atteindre ses 1000 abonnés, et ben j'ai recommandé à mes abonnés, parce que moi j'avais une communauté qui était plus grande, d'aller voir sa chaîne parce que c'était rigolo. Et je le trouvais franchement sympathique. Encore maintenant, je trouve que ce qu'il fait, c'est pas mal. Le souci, c'est que il s'attaque à moi gratuitement. On lui demande rien et on dirait que je sais pas. Je lui ai fait quelque chose. On dirait que c'est moi qui lui ai vendu son camping-car. Bon, bah voilà, ça c'est, tu vois, c'est vraiment moyen quoi. Je comprends pas d'aller faire des commentaires sous les commentaires d'abonnés qui demandent si il me connaît. Et lui, tout de suite, il sort quelque chose de négatif. Donc je me fous en fait, venant de lui ça me fait ni chaud ni froid, mais je trouve ça un peu déplorable. Et alors il y a une autre catégorie encore, c'est les hypocrites. Là il y a par le passé, j'ai fait une vidéo, où on était avec des youtubeurs qui sont bien connus aussi, et ils ont eu besoin d'aller s'étaler dans un live en disant des choses qui n'étaient pas très sympathiques à notre sujet, mais bon, passons, on s'en fout. Derrière ça, ils ont supprimé ce live. Bon, peut-être qu'ils ont dit beaucoup de choses sur beaucoup de gens qui n'a pas plu, donc ils l'ont supprimé, et là, il n'a jamais été apparent ce live. Derrière ça, il reprend contact avec moi, cette personne, pour me demander si un jour on pouvait déjeuner ensemble. Moi, j'ai entendu le live, tu vois. Donc forcément, je lui ai répondu gentiment, mais je n'ai pas répondu à son invitation. Ce que je trouve logique, parce que moi l'hypocrisie ça me convient pas en fait. Moi si je mange avec lui aujourd'hui, je lui rentre dedans, je lui dis ce que j'ai à lui dire. C'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il y a des abonnés ou des gens, même des chaînes qui ont communiqué avec lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il vomit sur moi sans arrêt. Tu vois? C'est correct ça? Je comprends pas moi. Mais bon. C'est pour ça que souvent, quand on parle des commentaires, souvent ça vient de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui, sous un faux profil, ils créent plusieurs profils en fait, ils s'amusent à mettre des pouces des pouces à l'envers sur ceux qu'ils n'aiment pas. Alors, moi je m'en tamponne complètement, et derrière ça, ils émettent des critiques directement sous les commentaires d'une vidéo de ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, il n'y a pas besoin d'aller dénigrer les autres comme ça gratuitement, je trouve ça déplorable, mais bon. Et ça c'est des gens, c'est le type de personnes qui se disputent avec tout le monde quoi en fait, parce qu'ils ont toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un. Voilà, occupe-toi de ton assiette, t'occupe pas de l'assiette des autres, voilà. C'était juste pour dire, parce que je sais qu'ils regardent, ils disent qu'ils regardent personne, mais je sais qu'ils regardent. Moi par contre je les regarde plus, parce que bon, ça me saoule, même si quelquefois je considère qu'ils font des vidéos intéressantes, avec des bonnes informations, J'irai pas dire que ce qu'ils font c'est de la merde, je suis pas comme eux. Mais par contre, voilà, moi j'ai du mal à les regarder, parce que quand je les vois, je vois des hypocrites en fait. Je sais ce qu'ils ont dit, ça m'est revenu aux oreilles forcément, même s'ils ne le disent pas dans des commentaires ouvertement, c'est distribué, tu vois, c'est dit, et puis forcément il y a des fuites qui me reviennent aux oreilles, par des gens de confiance, pas des gens qui balancent n'importe quoi. Le concessionnaire qui écrit en bas, je comprends qu'il ait la rage, qu'il ait la haine, et je comprends tout à fait, parce que lui c'est son business, tu vois. D'ailleurs si à l'occasion où il veut qu'on se rencontre, on discute, on fait même une vidéo, c'est pas un problème. Moi je peux discuter, et je peux même lui donner des idées constructives pour pouvoir faire évoluer son business dans le bon sens.
c'est mon travail, ça. Hein. Mais je peux les comprendre. Lui, je peux le comprendre. Je me suis défendu, j'ai répondu, mais je peux le comprendre. Par contre, des gens à qui je ne dois rien du tout, on n'a rien à partager, rien à discuter. Et même quelquefois, on a eu un élan de, comment dire, de partage avec eux, ou quelquefois de générosité, comme le vieux en question. Je comprends pas. Ça, je comprends pas, tu vois. Là, ça me dépasse, là. Là, ça me dépasse et ces gens-là, en effet, ils sont très forts derrière une vidéo ou derrière un commentaire, mais dans la réalité, ils sont plus forts du tout, tu vois. C'est ça le problème. Mais bon, voilà. C'est une parenthèse, je suis pas en colère, je m'en fous, en fait. Je m'en bats la cacahuète, comme on dirait. Moi, je fais mon chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les vidéos avec d'autres youtubeurs et tout, c'est en fait juste pour gagner des vues, un petit peu comme c'est fait un petit peu tout le temps. Je trouve que c'est pas vraiment naturel, quoi. À côté de ça, je te rassure, il y a quand même des youtubeurs avec qui je m'entends bien. Il y a notamment Family Découverte. Il y a Manureva, bon, qui maintenant a changé le nom de sa chaîne, je crois que c'est Voilier Wilson. Bah voilà, ça c'est des gens qui sont super, quoi. C'est des gens qui sont carrés. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de problème. T'es pas en train de te tirer la bourre, de te tirer derrière, dans le dos derrière, tu vois. Il y en a quand même des biens. Il y a quand même des gens. Bon, c'est les seuls avec qui j'ai vraiment contact. Il y a la Fun Family WD aussi, qui sont des gens, je pense, normaux, quoi, tu vois. Des gens avec qui tu peux discuter. On a quelquefois contact de temps en temps avec eux aussi. Bon, ça fait, on n'a pas beaucoup de temps, donc forcément, l'un et l'autre, hein, c'est vrai que moi j'ai un emploi du temps qui est quand même vachement chargé, mais voilà, c'est des gens avec qui on peut échanger de temps en temps, on se prend des nouvelles, tu vois, bon, ça se passe bien, quoi. Sokola, j'allais oublier Sokola, il y a Sokola aussi, de temps en temps on a des petites nouvelles et tout, c'est sympa, tu vois. Bon, j'en oublie, hein, certainement, hein, faut pas vous vexer, mais... Laika EcoVip 1, donc là, là je dois t'avouer que je suis même un petit peu surpris par l'état tellement il est propre. Tout est nickel, regarde ça. Donc c'est un moteur 160 chevaux, tu vois, ça c'est l'exemple type. Moteur 160 chevaux, 3 litres, 5 places carte grise. Très rare, hein, double plancher. Donc c'est vrai que ça, pour en trouver, c'est pas évident. Tu vois, t'as les lits superposés qui sont au fond. Il y a un attelage. Le truc, tout est impeccable. Tu vois. Voilà, au niveau du châssis, tu vois. C'est un véhicule qui est proposé de mémoire à 42 500 sur l'annonce. On va voir comment on peut machiner avec le monsieur pour que Nadège elle puisse faire affaire. On va voir. Oui, mais en fait, l'idée, c'est quand même de pouvoir... Donc voilà, on a cette fameuse table donc, qui se déploie et qui peut venir jusqu'ici. Le lit. Alors, tu vois, voilà, regarde, un peu la capucine. Donc je précise que c'est une capucine qui est chauffée. Tu vois, c'est très très bien fini. Hein. Tout est en, tu vois, tout le plafond est moussé. On boîte 6 vitesses, on a le régulateur. Et ensuite, on a la partie cuisine. Tu as la plaque 3 feux, l'évier inox, frigo, congélateur, trimix, le four. Et donc, ça se bascule pour faire une soute, pour charger un scooter éventuellement. Tu as une séparation, donc tu peux fermer complètement. Le lit superposé du haut, bah, tu vois, c'est des petites niches. Hein. En fait, c'est des petites cabanes pour les enfants, ça. On a des placards et des penderies un peu partout. Tu as celle-ci, mais tu as aussi celle-ci, tu vois. Grande penderie. Il y a énormément de rangements. Il est sur double plancher, je te le rappelle. Et là, donc, la pièce d'eau, avec la douche qui se ferme, bien sûr. Voilà la famille, tu vois.
Ça, c'est ce que j'appelle un excellent choix. Alors maintenant, il y a le problème du budget, il y a le problème de la rareté du véhicule. C'est vrai qu'il y en a très très peu. Et c'est très très compliqué à trouver. Voilà, c'est très compliqué à trouver. Donc forcément, le budget est un peu en rapport. Hein. Bon, en plus, celui-ci, il a 45 000 km seulement. Voilà quoi, c'est impeccable. Prix de départ 42 500, prix à l'arrivée 40 000. Alors c'était plus ou moins décidé avant mon déplacement. Donc c'était juste un contrôle presque d'un contrôle de routine hein, sur ce type de véhicule. Il est en 5 places carte grise, moteur 160 chevaux. De mémoire c'est un 2010, donc EcoVip 1, très très rare à trouver, vraiment. Et bon, j'ai pas vraiment été déçu par ce qu'on m'avait annoncé. Le monsieur est vraiment maniaque. Tout était très très propre, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment rien à dire, donc Nadège s'est engagé et c'est fait. Alors il n'a que 45 000 km en plus, donc il n'y a pas de kilomètres, c'est vraiment une super affaire. C'est clair qu'il est cher, il est un peu élevé au niveau du prix, il est un peu au-dessus du prix normal en fait, hein. Mais bon, le prix normal là on peut plus tellement en parler parce que de toute façon il n'y en a pas. Nous voilà à l'aire du château d'Oléron. Le Laïka que je suis allé visiter, il n'était pas très loin. Je suis venu me garer là. Bon là on est en marée haute, hein, tu vois. Il y a un peu de plage ici. Voilà, et là logiquement par là. Alors on ne voit pas d'ici, mais moi je vois un tout petit point, je pense que c'est ça. T'as Fort Boyard là-bas. Alors 12,50 € les 24 heures, et là on est sur l'électricité en 12 ampères, en 10 ampères pardon. C'est un peu plus que sur les camping-car park où on est à 6 ampères seulement. Une nomade à temps plein parce que là on est nombreux quand même, hein, tu vois. On est assez nombreux, et dans le lot il y a quand même des gros camping-cars. Avec des voitures aussi, beaucoup de remorques et des voitures. Je pense que c'est des gens qui sont là voilà, pour quelques semaines peut-être. Waouh, il fait meilleur dedans. Est-ce que je tente d'aller jusqu'au château d'Oléron en gyro-roue ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? 1 km 600, c'est à côté. C'est pas très loin. Donc je vais aller essayer d'aller en acheter. Le sol est un peu mouillé, mais bon, ça devrait aller. Donc cette petite piste cyclable, c'est la piste cyclable où Eva va vraiment démarrer sur sa nouvelle gyro-roue. Donc quand elle va voir ces images, elle va avoir la larme à l'œil parce qu'elle adore cet endroit du coup. En plus on était descendu au château d'Oléron pour manger des huîtres sur un petit bar au bord d'un petit canal. Là c'était vraiment génial. Et du coup ça va lui faire un petit pincement parce qu'elle aurait bien aimé y revenir. J'espère qu'un jour on pourra y revenir dans des conditions normales où on ne sera pas confiné. Ça c'est... L'avenir nous le dira. Ça paraît mal barré, mais bon. Donc je viens récupérer mes 2 douzaines d'huîtres numéro 2 chez un ostréiculteur, donc. Tu vois, voilà. Et je vais déguster ça après dans le camping-car tranquille. C'est l'huîtrerie Lislo. C'est à côté du parking, 1 km 600 du parking camping-car du château d'Oléron. J'ai payé 12 € les 24. Voilà. C'est dingue, hein? Je m'en suis fait 8 là pour ce midi. Je pense que j'irai en rechercher quand même. Parce que du coup j'en ai pris 24, elle m'en a donné 27 la petite dame. Donc il m'en reste 19. Ça va faire court. Ça va faire court. Quelques huîtres sans un petit verre de blanc, c'est pas bon, hein. Donc je vais m'ouvrir un petit domaine des Coteaux Saint-Martin. Donc ça c'est un abonné qui m'a offert une caisse, un carton de 6 bouteilles. Il y avait 3 blancs et 3 rouges.
Et il est pas mal, franchement. Et donc je vais l'ouvrir et on va le boire en même temps que les huîtres parce que je peux pas. Quand tu manges des huîtres, t'as envie de te boire un petit coup de blanc. Alors je suis tout seul, c'est vrai, c'est pas dans mes habitudes, mais là je peux pas résister. C'est parti. Voilà donc à l'intérieur de l'antre, on prépare les huîtres, tu vois. Et là je me reprends deux fois 24 parce qu'elles sont délicieuses. Et comme je vais chez des amis, on va partager. Tu vois, elles sont toutes nettoyées et elles sont classées par taille en fait. Et elles viennent pas comme elles sortent de la mer dans l'assiette. Hein. Il y a une préparation quand même. Hein. J'ai repris 4 douzaines. Voilà. Ils sont charmants ces gens, vraiment très très sympas. Les dames qui nettoient les huîtres, hein, vraiment très très sympathiques. Tu vois. Et là ils sont en train, ils travaillent en fait. Voilà. Me voilà enfin arrivé à Charolles avec des bonnes séances de transpiration, des bons coups de chaud. J'ai cru au départ que c'était le filtre à gasoil, mais ça fume pas du tout. En fait, ça coupe un peu brutalement. T'es en train de rouler et t'es en charge, t'es en train de monter et d'un coup, boum, tu vois. Et après, t'es obligé de descendre au moins 2 rapports pour continuer à avancer et ça avance pas terrible. Alors c'est quand il pleut vraiment fort. C'est pour ça que j'ai remarqué que c'est quand il pleuvait. Bon, c'est que cette fois-ci, hein. Alors je vais t'expliquer. J'ai bricolé quelque chose en attendant, parce qu'il n'y a pas le choix. Tu vois, là ici, là, c'est pas étanche. Alors l'eau, plutôt que de couler dans la petite goulotte, le petit tuyau qui est là, elle coule ici et elle vient là, elle coule. Ça c'est un morceau de métal et ensuite elle vient directement là. Tu vois cette fiche là-bas? Voilà. Ça c'est le papillon d'air. En fait, c'est le corps du papillon. Et là tu as une espèce de boîtier électrique et l'eau elle coule dedans. Alors l'eau, quand il y a quelques gouttes, c'est pas très grave. Mais quand ça coule. Regarde, là, il y en a, on coule encore en fait. Hein. Même malgré ça, ça coule par-dessous, je sais pas d'où ça vient. Enfin, ça vient de là de toute façon, hein, c'est tout trempé. Hein. Et du coup, ça coule. Alors il faudra que je bricole quelque chose d'un peu plus fiable parce que là tu vois, il recommence à pleuvoir intensément. Et quand il pleut intensément, l'eau elle vient là-dessus, tu vois, et voilà. Elle me fout tout en l'air. C'est même étonnant que ce soit pas un peu plus protégé, que ça aille pas un peu plus loin, ça. Je comprends pas. Et alors, tous les Fiat, absolument tous les Fiat, tu as ce problème là de l'eau qui passe par ces 2 morceaux de plastique parce que la jointure elle est pas étanche. Le petit boîtier électronique il prend l'eau et puis après ça fait plus il fait plus son travail, ce qui fait que le papillon il reste ouvert ou fermé dans une position et du coup tu n'as plus de puissance. Il m'a fallu 4 arrêts avant de réaliser que c'était ça. Je pensais que c'était le filtre à gasoil. Après je me dis c'est quand même pas possible. Il y a le turbo qui donne plus. Je me suis vachement inquiété. Je pensais que ça pouvait être aussi. Il y a une espèce de tuyau qui vient de la vanne EGR et qui vient à quelque part, et ce tuyau quelquefois il se fend. C'est un problème aussi qui est récurrent, qui peut occasionner le même type de problème. Mais finalement non, quand ça s'est arrêté, en fait quand j'ai mis ça, ça s'est un peu ralenti. Donc j'ai pu récupérer jusqu'à ce que la fiche elle chauffe un petit peu avec la température du moteur. C'est revenu, en plus après il s'est arrêté de pleuvoir, là j'ai pu rouler 200 bornes sans problème, et là un peu avant d'arriver à Charolles, ça recommençait à tomber bien dense, du coup il y en a une partie, ça fait pas bien, c'est pas bien étanche ce que j'ai fait là, tu vois, c'était du provisoire, et du coup l'eau elle passe et elle revient encore me polluer le truc, mais ensuite je pense que je ferai un petit cache boulonné là-dessus, tu vois, qui va venir jusqu'ici, pour vraiment jeter l'eau plus loin. Si jamais ça t'arrive un jour, et surtout par temps de pluie, tu peux regarder là, à la limite même en préventif, je pense qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Il faut faire quelque chose parce que l'eau, sitôt qu'il pleut, ça coule. Obligatoire. Tu vois, j'en ai mis là aussi un petit peu. Parce que là, le problème, c'est que la nuit, il pleut. Et puis ça continue à couler. Hein. T'es pas obligé de rouler. En fait, à l'arrêt, ça coule. Et ça vient directement sur cette fiche. Ce qui fait que cette fiche, elle est imbibée de flotte, quoi. Alors avant qu'elle sèche, après, il faut quelques kilomètres. Hein. C'est vrai qu'au moment où j'ai fait ce petit toboggan là, ça s'est arrêté, ça s'est réduit en fait. Ça le faisait de temps en temps, mais ça s'est réduit. Après, quand ça s'est arrêté de pleuvoir, forcément, ça s'est arrêté complètement. Surveille ça, surveille. De toute façon, je te montrerai ce que je vais faire. Je vais faire un truc. Déjà, je vais mettre un joint. Je vais faire un joint. En fait, ces cons-là, c'est vraiment... L'eau, le tuyau, il est là. Et là, le débord, ça passe en dessous, celui-là.
Alors qu'il devrait passer au-dessus puisque le tuyau est là. Je comprends pas, mais bon. Je comprends pas comment ils conçoivent un truc comme ça. C'est toujours comme ça, hein. Tous ces séries de Fiat, Ducato, c'est tout pareil. Les Citroën qui ont les mêmes caisses, avec les Peugeot, c'est pareil aussi. Il faut surveiller. Un jour, il t'arrive un problème, tu te demandes ce que c'est. Là, le papillon, là, ce problème-là, le corps du papillon, là, chez Fiat, ça vaut 500 balles. Hein. Alors, tu peux le trouver chez Oscaro à beaucoup moins cher, mais ça vaut quand même 500 et des bananes. Hein. Et tu le fais faire, t'en as vite fait, t'as vite dépassé les 1000 balles. Hein. Voilà. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la ferraille que j'ai recouvert avec du scotch, elle est bien rouillée. Donc, je pense que ça doit faire un moment que ça coule, et je me demande si là, il commence pas à être un peu poreux le boîtier. Je me demande si je vais pas devoir le changer. On verra bien. Bon, la famille, en conclusion, je suis arrivé à Charolles. C'est jeudi 17h. J'ai roulé toute la journée, je suis tout seul. Alors il n'y a pas énormément d'emplacements. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 emplacements, 5 ou 6 emplacements. C'est juste à côté du camping de Charolles. C'est pas cher. C'est pas cher parce que c'est 3 € les 24 heures pour le stationnement. Et si tu veux l'électricité, c'est 3 € les 12 heures. Et si tu veux de l'eau, c'est 2 € les 10 minutes. Bon, c'est vrai que tout cumulé, mais t'es pas obligé de tout prendre en fait. Si t'as de l'eau, tu vois, t'es pas obligé de payer l'eau. Ça veut dire que si tu prends tout, c'est clair, ça te coûte 8 €. Mais bon, voilà, c'est à côté d'une mare, hein, tu vois. Une mare à canard, je sais pas, une rivière, j'en sais rien. Hein, on entend la RCEA d'ici. On entend des canards aussi. Là, tu vois, c'est des emplacements du camping là derrière. Ça, c'est le camping là. Voilà, et puis là, tu as une borne. Tu payes ici avec la carte bancaire. Par contre, il faut une carte bancaire. Voilà, tu vois, tu payes là. L'eau, elle est là, sur le côté. Je vois pas les vidanges. Je pense que les vidanges... Je sais pas ce que tu fais avec. Je sais pas ce que tu fais parce que je vois rien du tout pour les vidanges. Bon, écoute, je vais te laisser. Donc là, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je suis au hangar, en fait. Je récupère les clés. Alors j'essaierai de te filmer un petit peu l'intérieur. Bon, il n'y a rien dedans, hein, mais bon, pour te montrer un peu comment ça se passe. Et puis, tu verras ça dimanche, hein, je pense. Dimanche. Alors, dimanche, j'ai le camping-car de Jeanne. Jeanne qui vend son camping-car, qui est un beau camping-car, avec très peu de kilomètres, et avec dans des tarifs plutôt bien placés pour l'année. Alors il y en a qui me disent ouais Pascal tu fais chier, moi maintenant quand tu mets des camping-cars trop chers ou des camping-cars poids lourds, moi je zappe. Ouais mais bon, qu'est-ce que tu veux que je mette? Je peux pas mettre des camping-cars, les camping-cars qui sont vendus avant que tu puisses les mettre, c'est pas la peine. Hein. Et quand j'en mets des vieux, ça m'est arrivé, j'ai mis le Laika, là, une fois ce Laika là, tu sais, je me suis fait tailler, je te dis pas. Ouais c'est pourri, ouais si c'est là, il y a eu tout un tas de commentaires négatif, alors que le véhicule il est pas négatif pour moi, hein. J'ai presque même, si j'avais pas eu le fourgon, je pense que je l'aurais acheté. Je pense que je l'aurais acheté et j'en aurais fait quelque chose. Parce que ça m'énerve ça en fait. Ça m'énerve parce que c'est des conclusions, si je dis que le véhicule il est bien, même s'il est sale, il est entier, il est correct pour le prix, bon voilà, il y a quelque chose à faire avec. Alors c'est sûr que maintenant, présenter des véhicules comme ça me fait un peu, ça me fait redouter, j'ai pas envie. Surtout que bon, les acquéreurs ils sont faciles à trouver, hein, sur des véhicules des petits prix comme ça. Donc on n'a pas besoin forcément de mettre une vidéo, tu vois. Voilà. Allez la famille, je te dis à dimanche matin.